Bonjour Patrick, Bonjour Finn. donc je vais reprendre la discussion très intéressante que nous venons d'avoir il y a quelques heures sur justement la démocratie et l'électorat. Nous n'avons pas donc tout à fait les mêmes opinions là-dessus et c'est ça qui rend intéressant cette discussion. Je voulais citer, quand on parle de la rationalité de l'électeur, la rationalité politique de l'individu, je voulais citer un auteur qui s'appelle donc James Burnham, qui a écrit un livre en 1943 qui s'appelle Les Machiavéliens, les défenseurs de la liberté. C'est un livre très intéressant que je recommande vraiment à nos spectateurs de lire. Alors, il est disponible en anglais assez facilement, en version électronique et également à acheter aujourd'hui sur Amazon, mais il a été très longtemps en fait censuré euh, et pas rendu accessible. Il existe maintenant dans une deuxième version, mais il a été très peu imprimé pendant ces décennies. En français, je ne pense pas qu'il existe depuis une version qui date peut-être des années 60, je ne me rappelle plus exactement, mais très difficilement acquérable en français. Néanmoins, on peut trouver une version donc en anglais qu'on peut ensuite décider de soi-même traduire. Mais en tout cas, je vais lire un, un passage de ce livre justement concernant la rationalité euh, de l'électeur. Alors, James Burnham, il adopte à peu près l'attitude que j'ai adoptée, c'est-à-dire il considère que la majorité dirigée n'est pas organisée et n'est pas prête à comprendre le politique parce qu'il n'est pas immiscé dans le politique. Et donc, il écrit la chose suivante. L'incapacité des masses à fonctionner scientifiquement en politique repose principalement sur les facteurs suivants. La taille énorme de la masse rend trop difficile l'utilisation de techniques scientifiques. L'ignorance de la part de la masse des méthodes d'administration et de gouvernement, la nécessité pour les masses de consacrer la majeure partie de leur énergie au simple gagne-pain, ce qui ne laisse que peu d'énergie ou de temps pour acquérir davantage de connaissances sur la politique ou pour accomplir des tâches politiques pratiques. Ensuite, le manque chez la plupart des gens d'un degré suffisant de ces qualités psychologiques, ambition, cruauté, qui sont des conditions préalables à une vie politique active. Donc je trouve cette citation très intéressante parce qu'elle liste réellement les différentes raisons, les facteurs qui font que la vie politique restera toujours pour un citoyen de la vie civile quelque chose d'un petit peu mystérieux, quelque chose de difficile à comprendre. Et ceci fait que il il ne va pas appliquer la rationalité à la politique, il va être aussi mu par des sentiments, par des émotions, et c'est aussi pour ça que les politiques s'adressent en très grande partie à l'électorat avec un registre dans l'émotionnel plutôt que dans le rationnel. Alors, le fait de parler de masse et et de ne pas parler de personne, ça c'est comment ça s'appelle, une tournure de phrase, une dialectique que l'on retrouve chez les totalitaristes. Les totalitaristes parlent des masses. Les libéraux parlent des personnes et des individus. Ce que j'ai dit la dernière fois, la rationalité de l'individu existe. Et, par contre, la question qu'il faut se poser, c'est la rationalité du politique. Ça, c'est une question intéressante parce que les hommes politiques ne sont pas formés, ne sont pas issus d'une autre glaise, on va dire, d'une autre matière que les hommes qui sont de la vie, dans la vie économique, les hommes du peuple. À un moment ou à un autre, pour une raison X ou Y, dans une démocratie, c'est une élection, un homme lambda va se retrouver politicien. Et si l'homme lambda, l'homme de base est irrationnel, le politicien sera irrationnel aussi. Et de base. Donc, moi, je pense que l'individu est rationnel et qu'il fait des choix rationnels pour ce qui le concerne.
Je pense que l'homme politique fera des choix rationnels pour ce qui le concerne aussi. Buchanan dit que dans la théorie publique, que les hommes politiques agissent pour leur intérêt personnel. Donc, ils sont rationnels. Que cet intérêt personnel soit financier, le pouvoir ou autre, c'est une chose. Mais ils agissent par intérêt personnel. Donc, la rationalité existe pour tous les deux, mais la rationalité n'est pas la même en fonction du poste que l'on occupe. C'est pour ça que mettre en cause la rationalité de l'électeur consiste en fait à remettre en cause la validité du vote et la validité de la démocratie. Et ça met en relief, à mon avis, c'est une erreur, et ça met en avant la nécessité d'un pouvoir totalitaire, puisque l'électeur n'est pas rationnel et n'est pas capable, seul le politicien peut, et là on commence à tomber dans une dérive qui est une dérive extrêmement dangereuse à mon avis, parce que ça donne blanc-seing aux politiciens pour pouvoir mener la politique qu'ils souhaitent, même contre la vie des gens, même en faisant souffrir les gens, même en les contraignant de manière physique, qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement ou pire, parce que les gens ne sont pas rationnels. Ces individus-là disent que les masses ne sont pas rationnelles et ont besoin d'être dirigées par un guide suprême, si on veut, un petit père des peuples, si on a envie. Et moi, je trouve que cette analyse est extrêmement dangereuse, justement pour la démocratie. Le principe de la démocratie est de faire confiance aux gens. Dans la liberté économique, qui, à mon avis, est un facteur essentiel dans la démocratie, on fait confiance aux gens. Donc, dans la démocratie, on fait confiance aux gens. Si on ne leur fait pas confiance, on n'est pas dans un système démocratique. À mon avis, c'est un élément qui est extrêmement, euh, qui est indispensable à prendre en compte, parce qu'autrement, on autorise toutes les dérives, j'ai parlé de totalitarisme tout à l'heure, on autorise les dérives totalitaires. Soit on fait confiance aux gens et les gens votent, et ils ont voté ce qu'ils ont voté. Alors, c'est les groupes qui décident, hein. Une majorité de voix s'impose une minorité. C'est pour ça qu'il faut que le pouvoir soit très petit, parce on ne peut pas laisser une majorité ou une minorité, ou une majorité électorale qui est une minorité de la population, imposer à d'autres la vision qu'elles ont. Il faut laisser les personnes libres d'agir. Ça s'appelle la liberté économique. Et il faut, dans le même temps, que les politiciens soient cantonnés à leur travail, qui est la police, la justice et l'armée, c'est-à-dire les fonctions régaliennes. Oui, je vois. Donc, il y a des choses intéressantes ici dans ce que tu dis et je suis en partie d'accord. Mais néanmoins, je pense que, alors, les idées que je présente sont les idées de Mises, de Hoppe, de Rothbard, donc les grands penseurs dits libertariens, hein. Donc, ce n'est pas du tout la question de dérive totalitaire ici. Je dirais, pour adresser l'aspect masse, les masses, il ne faut pas oublier que dans la société, il y a quelque chose qui s'appelle opinion publique, et nous parlerons de cela dans une autre vidéo plus en profondeur, mais juste pour dire que quand on parle d'élections à un niveau national ou même à un niveau régional, vous allez avoir euh, une opinion publique qui va être impactée par des tendances. Et nous savons bien que les individus vont se suivre l'un l'autre. Nous avons plein d'études à ce sujet, à commencer par le classique La psychologie des foules de Gustave Bon. Nous avons également, plus récemment, hein, l'analyse qui avait été faite par Monsieur Desmet sur la formation de masse. Et ceci avait été très pertinent pendant la période Covid. Donc, ce sont des choses qui sont étudiées, qui existent. Donc, je ne pense pas qu'il soit possible de nier les phénomènes de masse, les phénomènes de mode, de tendance. Nous savons bien à quel point la propagande a un impact considérable sur les jeunes à l'école, sur les adultes avec les médias sociaux. Cette propagande, elle est ensuite accentuée et répétée quand les adultes se rencontrent. Donc, je pense que il faut
parler de masse, on ne peut pas parler que d'individus lorsqu'on parle d'élections qui impliquent des millions d'individus. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi qu'il faudrait revenir dans ce cas à un système de démocratie plus direct, plus celui de la Suisse. Et là, on voit justement le système suisse que tu as toi-même mentionné n'implique pas des millions, il implique au maximum quelques centaines de milliers de personnes. Évidemment, les cantons aujourd'hui, certains cantons sont assez grands, mais traditionnellement en Suisse, les élections de démocratie directe se faisaient avec quelques milliers de personnes. C'est typiquement la taille qui convient pour une démocratie directe. Donc voilà, je ne suis pas tout à fait en ligne, mais je pense que c'est intéressant d'échanger sur ces points de vue. Reprenons nos discussions euh, très prochainement sur la suite, à savoir l'opinion publique, par exemple. Merci, Patrick. Si tu veux. D'accord, on fera une vidéo sur ça. Juste pour te dire à propos de la psychologie des foules ou les phénomènes de masse, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis qu'il y a des personnes qui savent s'en servir et qui appellent ça l'ingénierie sociale. Et l'ingénierie sociale, c'est un peu pour modeler les populations et, et les amener là où on veut. Et on retombe, et en ce moment-là, on retombe sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la, l'extension de l'État, le totalitarisme et le reste. Il y a il y aura beaucoup de sujets à discuter. Oui, il y a beaucoup de points là, parce que c'est très intéressant et évidemment, on va pas trouver une solution immédiatement, mais on s'approche peut-être à certaines conclusions. Donc, merci Patrick. Merci, Finn.